sommes le mercredi 15 juillet, il est 20h07. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents encore une fois. Et je vais laisser la place et la parole à notre ami Aviram pour une nouvelle belle session, je pense. J'en suis sûr même. Aviram, c'est quand tu veux. Oui, merci Joël. Voilà. Vous m'entendez? Très bien, pour moi. Good. Oui, Alors, très on va bien pour moi. Super. Alors aujourd'hui, on va multiplier les connaissances qu'on a obtenues principalement du Knowledge Seeker Workshop numéro 336 de jeudi passé. Je ne mets pas beaucoup de One Nation, One World parce qu'on a déjà couvert doublement ce qu'ils sont encore en train d'élaborer leur vision, mission et tout ça. Et j'avais l'impression que, en tout cas moi, j'ai compris comment ça fonctionne. Et donc, il n'y a pas vraiment de nouveau que je trouve nécessaire de redire. Si, par contre, dans le traitement des sujets qu'on a sur la palette, ça frôle le Conseil universel, on va en parler. Et c'est une bonne idée de faire connaissance plus intimement avec ça. Si vous avez le temps de l'écouter, écoutez-le. Et si vous voulez, comme un résumé succinct, vous allez trouver ça sur le site de Plasma Laurentide et aussi dans les PDF de la fine pointe plasma que j'envoie toutes les semaines. Aujourd'hui, ouais, aujourd'hui, on va parler un peu de notre ami Donald qui a pas clairement, d'une façon quand même très clairement, refusé de parler, de discuter l'offre que la Fondation Kirsch, M. Kirsch et le gouvernement de l'Iran a fait à tout le monde. L'échange de la technologie, dans ce cas la One Cup, One Life, contre la paix. Et Donald, il a préféré de plus rester avec le connu, c'est-à-dire la guerre, l'agression et les jeux de pouvoir. Donc, il a dit qu'il ne souhaite pas de discuter avec M. Kirsch quoi que ce soit qui soit lié à l'Iran, parce que l'Iran, ils considèrent l'Iran comme leur ennemi juré. Donc, et l'Iran, ils ont tout à fait une autre approche. Ils offrent de sauver la vie, comme à l'époque avec l'offre qu'ils ont fait pour les navires de guerre américains dans le golfe de Hormuz, où ils ont dit laissez-nous avant de nous tuer, laissez-nous sauver la vie sur des soldats qui sont sur vos bateaux. Et après, on peut discuter si on voudrait encore continuer la guerre ou pas. Donc ça, c'est très déboussolant pour quelqu'un qui est habitué à les paroles dans le sens contraire. Et ça peut même être qu'il n'entend pas l'offre. Ça me rappelle justement quand Christophe Colomb est arrivé en Amérique centrale et Amérique du Sud, et les indigènes, ils ne voyaient pas le bateau. Le bateau était très grand. Santa Maria, son bateau majeur, était vraiment très grand. On ne peut pas le remarquer, mais parce que les indigènes n'ont jamais vu ça, ça ne faisait pas partie de leur réalité. Ils n'avaient pas moyen de le voir physiquement. Donc,
la Santa Maria, le grand paquebot, si on veut, était ancré dans une baie. Et seulement quand les soldats de Christophe Colomb ont pris une petite chaloupe pour s'approcher de la rive, là, ils ont vu la petite chaloupe et il les a invités de visiter le bateau. Donc, à ce moment-là, ils ont appris que ça existe et tout ça. Et peut-être Donald, il est un peu comme un indigène technocratique. Il n'a pas beaucoup d'ouverture et peut-être il ne peut pas le boire. Ça a son excuse, mais on va parler un peu plus tantôt. Ça fait partie des nouvelles. J'ai choisi ça parce que j'ai aussi posté le même truc sur Facebook avant, dans les différents groupes. Les réactions étaient très surprenantes pour moi. Ça mobilisait, selon ce que je peux interpréter, c'est mon interprétation personnelle de toute évidence, ça réveillait beaucoup de peur. Parce qu'il semble que les gens, ils se moquent de Donald, mais ils ont aussi peur de Donald. C'est comme on m'a accusé de semer la peur et de juger trop drastiquement Donald et que je diffuse une opinion politique par rapport avec ces images-là, les mêmes images d'ailleurs. Je l'ai fait en 3 langues, français, anglais et espagnol. Et il y avait même un Mohamedan qui était complètement offusqué que je fasse ça. Peut-être il vient d'Arabie Saoudite finalement. I don't know. Mais pour dire aussi que mon intention était aucunement de propager une opinion publique, c'était juste pour informer que le président, comme M. Kesh a très bien et très clairement expliqué que Donald, en refusant de discuter, il se rajoute au camp des gens qui sont pour le génocide, parce qu'on voit il y a 2 formes de génocide. Soit je peux faire un génocide si je vends et développe et utilise les armes de destruction en masse, mais si ou un virus qui tue beaucoup de monde, qui crée une pandémie, ça c'est un génocide actif. Le génocide passif, c'est quand je, comme dirigeant d'un pays ou d'une nation, d'un gouvernement, j'ai la connaissance d'un remède qui pourrait sauver des centaines, voire milliers de vies de mon propre peuple d'ailleurs, et je ne le promous et je ne l'utilise pas. Ça, c'est, de cette façon, je ne permets pas à mon peuple de se protéger contre un danger pandémique et de cette façon, je serai considéré comme mon acte comme un génocide. Donc, dans ce sens-là, j'ai envoyé et publié ça. Donc, ce n'était pas une opinion, c'est en fait juste cette citation en 3 langues qui vient d'ailleurs de M. Kesh, littéralement. Alors, on va continuer tout de suite avec ça. J'ai le génocide actif et passif. Au même temps, le gouvernement iranien, avec la fondation Kesh iranienne ou la fondation Kesh tout court, ils ont au même temps offert que les gouvernements, soit des fonctionnaires d'un gouvernement, même si le président est contre et veut bloquer ça, comme le fait d'ailleurs le président de l'Iran, je crois encore. À ce moment-là, si d'autres fonctionnaires, admettons les directeurs des services santé COVID-19 ou des groupes de médecins qui s'occupent de la même chose, voudraient aller voir cette technologie sur place en Iran,
ils ont invité, tout payé, pour une visite de l'Iran pendant 5 jours où ils vont, j'imagine, aller visiter la ville qui est depuis maintenant 7 ou 8 mois déjà libre de virus et les salles d'urgence sont vides. Alors, ils pourraient comprendre et voir le fonctionnement de cette technologie avec leurs propres yeux. Et ça, gratuitement. J'ai envoyé cette invitation au docteur Hernandez, qui est un médecin et qui est le directeur du département de santé ici à San Juan. J'ai aussi envoyé à un général de l'armée guatémaltèque qui s'appelle Edmer Vasquez, qui depuis des mois m'aide ou veut m'aider à obtenir une audience avec le président du Guatemala, qui est médecin également, avec aucune réponse. Donc, j'ai envoyé ça. Normalement, les Guatémaltèques sont très, oui, merci, si, gracias, si tu offres quelque chose gratuitement. Donc, j'ai pensé, s'ils peuvent avoir des vacances, 5 jours de vacances avec un cours sur One Cup, One Life gratuit dans un pays qu'ils ne connaissent pas, peut-être ils vont trouver ça comme une bonne idée ou au moins me demander plus de détails nuls. Entre-temps, le président du Guatemala songe à ouvrir les aéroports parce que l'économie du Guatemala, qui est basée principalement sur le tourisme, grince parce qu'il n'y a plus d'huile monétaire dans ses rouages. Donc, il va peut-être ouvrir ça, comme tous les autres pays, par un souci économique. Là, on se rappelle que le message de Corona contient seulement une seule clause sur l'économie qui est il veut promouvoir et réinstaller l'économie de gratuité qui régnait avant 8000 ans déjà sur la Terre. On a tous vécu ça, sauf on a oublié pendant les derniers 8000 années. Et je suis en train de lire un livre sur la culture des Mayas et je vais vous donner un résumé de ça dans un futur proche parce que c'est vraiment époustouflant comment la culture maya concorde avec les enseignements de M. Kesh. Ça semble vraiment far-fetched, pris de loin, mais je ne reviens pas. Comment c'est proche et comment leur cosmogénèse, comment le monde a été créé, d'où viennent les humains. Et leur façon de comprendre c'est quoi un Dieu, ça se apparente complètement avec la science du plasma. Donc, ça peut nous aider à mieux comprendre par un angle de compréhension un peu plus exotique. Alors, si on voit notre ami, c'est encore notre ami, Donald se comporter comme ça, vous voyez l'image, il est fermé, il boude. Et quand quelqu'un boude, il n'est pas heureux. Et quand quelqu'un n'est pas heureux, il souffre. Alors, à ce moment-là, et quand il dit, par exemple, ses actes font qu'il ne protège pas son propre peuple, c'est-à-dire il ne fait pas ce qui est son mandat de protéger et de promouvoir la paix dans
ou être au service de son peuple, elle ne le fait pas. À ce moment-là, on pourrait se trouver porté à le juger comme génocidaire et il est fermé, il est un mauvais gars, on l'aime pas et tratati ratata. Et on n'a pas besoin de faire ça. Je vous rappelle que notre façon préférée de dealer avec des situations comme ça, ne pas avec les personnes comme ça. Nous, on dit, on ne traite pas les personnes. On n'a pas accès aux personnes. On peut juste observer un événement comme le refus de Donald de discuter l'offre de M. Kesh. Quand on observe ça, nous, on réagit ou on répond, mieux dit, on répond avec, on se recule un peu et on consacre une petite séance que je donne de mon âme à Donald librement. Et s'il te plaît, prends ce que tu as besoin. On parle de l'âme de Donald. Prends ce que tu as besoin et je suis présent. Et à ce moment-là, on travaille, on n'est pas dans le jugement du tout. On est juste là peu importe quel événement nous arrive, nous observons, on réagit ou on répond toujours d'abord en se rappelant pourquoi nous sommes ici. Pour le moment, les années passées et je crois encore des années qui vont suivre, notre but principal, c'est l'instauration de la paix éternelle sur notre planète chérie. Donc, on ne va pas juger les autres parce qu'on a aussi compris que l'âme de Donald est déjà chargée avec ce job-là. Et là, j'ai trouvé un autre ami à moi dans un autre contexte plutôt Ubuntu. Patrick, il m'a envoyé une histoire de Nelson Mandela. Et c'est une histoire qui décrit exactement ce que je ressens par rapport à Donald. Donc, l'histoire est comme suit. Nelson Mandela, et vous savez, il était persécuté beaucoup par l'apartheid. Il était longtemps torturé dans les prisons en Afrique du Sud. Et après un certain temps, quand l'Afrique du Sud est devenue plus d'une démocratie, il était élu président du même pays. Et à un moment donné, pendant sa présidence, il avait le goût d'aller avec quelques copains manger à Johannesburg dans un restaurant. Donc, il a demandé à quelques membres de sa garde de corps de l'accompagner. Alors, ils ont pris une voiture, ils sont descendus en ville, ils ont trouvé un restaurant, ils se sont assis, ils ont commandé à manger. Et là, pendant qu'ils attendaient que les commandes arrivent, ils voient un autre homme qui est tout seul à une table en face de lui et il dit à un de ses gardiens de corps s'il vous plaît, aller parler à ce monsieur-là s'il ne veut pas se joindre à eux quand tout le monde puisse manger ensemble. C'était les seuls dans le restaurant. L'homme, alors, il dit merci, il prend son assiette, entre-temps, la bouffe est arrivée, il prend son assiette, il se met à côté de Nelson Mandela et il mange comme tout le monde. Et pendant qu'il mange, tout le monde voit qu'il ne peut pas contrôler ses mains. Toutes les deux mains tremblent comme des peupliers dans le vent. Ou des trembles. Et à un moment donné, tout le monde a fini de manger et le monsieur, il dit au revoir, il s'en va. Donc, il n'y avait pas beaucoup de conversation et un soldat dit,
Ben lui, il est drôlement, il doit être malade qu'il tremble comme ça. Et Nelson Mandela dit, mais pas du tout. Il n'est pas du tout malade de cette façon-là, parce que je le connais. Vous voyez, c'était un gardien dans la prison où j'étais torturé. Et après des séances de torture, quand j'étais rapporté dans ma cellule et j'ai crié de douleur et je criais pour avoir un verre d'eau, lui, il est toujours venu pour me uriner sur la tête. Et il tremblait maintenant parce qu'il s'attendait à la même chose que Nelson Mandela fallait lui donner le même traitement qu'il a reçu. Il va le mettre en prison et il va le faire torturer. Je ne comprends déjà pas comment, après Nelson Mandela, il y a encore la torture dans les prisons. Alors, pour ça, il tremblait. Et Nelson, il disait, vous voyez, ce n'est pas ma nature et ce n'est pas mon éthique non plus. Je ne vois pas aucune raison. Je suis président maintenant de l'Afrique du Sud et je sais qu'on ne bâtit pas une nation avec la revanche ou la haine ou la retaliation. On bâtit des nations avec la confiance et le pardon. Et on voit aussi dans cette situation, on voit comment l'âme balance les comptes. L'âme, elle a vu le gardien son mal comportement pendant je ne sais pas combien de temps. Et l'âme, elle a envoyé le même bonhomme dans une situation où il peut apprendre. Hein? Donc, il a vécu la même peur que Nelson a vécu en étant emprisonné, parce que lui, il connaît de l'autre bord le scénario, mais il était quand même comme béni de re-rencontrer Nelson Mandela, qui ne lui veut pas faire payer pour ce qu'il a fait. Non, Nelson Mandela laisse l'âme faire et l'âme lui a donné assez de peur. Sa vie est probablement du réveil jusqu'au coucher menée de la peur ou contrôlée par la peur. Donc, il n'a plus vraiment une vie. Mais maintenant, où il a vu, non, je n'ai pas à craindre d'être emprisonné pour mon mal comportement. Parce que cette âme-là, Nelson Mandela, m'a pardonné. Il m'invite à manger à côté de lui à la même table. C'est complètement wow. Et ça, je crois, ça peut être un bon exemple comment nous devrions nous comporter dans des situations où, admettons, quelqu'un à un moment donné fait quelque chose ou nous fait quelque chose qui nous fait très mal et que nous trouvons injuste, très injuste. Et on n'a pas besoin de penser, oh, attends, à un moment donné, tu vas venir chez moi et tu vas pleurer parce que moi, j'ai la One Cup One Life et je ne vais pas te la donner. Non, on va donner s'il arrive et s'il dit, s'il a même peut-être oublié qu'il nous a fait tort, on peut quand même dire, oh, ta sœur est infectée, je viens tout de suite avec la One Cup One Life. Voilà. Histoire très touchante. Ah oui, et là, une autre chose, ça, vous connaissez cet acteur-là, et vous connaissez peut-être le film aussi, c'est Taxi Driver,
où il joue un homme complètement cinglé, a mad person. Et ça, Si je peux c'est... te couper, c'est pas Taxi Oui. Driver, c'est Shining. Ah ouais? Il me semble bien, oui. Ah, ok. Mais c'est un aussi fou que l'autre. Ah oui, 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 tout à fait. Alors ça, par rapport à... Monsieur Kesh a annoncé dans le jeudi passé la troisième vague de Corona. Première vague, les poumons. Deuxième vague, les tissus musculaires et toutes les autres parties du corps. Et maintenant, troisième vague, là, on a pensé, mais il ne reste plus rien. C'est quoi la troisième vague? La troisième vague, c'est psychologique. C'est-à-dire, le virus s'attaque à la psyché, au mental directement. Et il crée des conditions graves de madness, de folie chez les gens. Et j'ai écouté 3 fois la même passage et j'ai chaque fois compris que ça peut être que par exemple, les parents qui subissent cette condition-là, ils vont tuer leurs enfants et vice-versa. C'était difficile pour moi à comprendre pour 2 raisons. Un, le son n'était pas très bon à cet endroit-là. Et deuxièmement, je trouve ça tellement épouvantable que je ne voudrais pas le croire si j'aurais le choix. Mais si je regarde avec un recul, comme sans parti prise, qu'est-ce que c'est le message du corona? On le combat et on le refuse sur tous les niveaux et il va prendre un niveau à l'autre et il va nous montrer, comme Nelson Mandela, il va nous dire, mais comment vous vous comportez comme Donald et compagnie? Vous ne voulez pas, il y a la solution, vous ne la voulez pas prendre, mais vous êtes complètement cinglé, vous êtes fou, non? Et dans ce contexte-là, il va dire, s'ils ne comprennent pas à quel point, depuis 8000 ans, cette humanité a viré fou, on va montrer ça. On va montrer, chacun peut voir son voisin, les membres de sa famille, lui-même, virer complètement fou. Et je crois ça, c'est... je ne sais pas si c'est le dernier, mais j'ai comme ma créativité dans ce sens est très limitée, donc je ne peux pas imaginer plus ou autre chose par rapport à ça. Il n'a pas élaboré plus parce que ça vient de juste commencer dans les pays originaires où la pandémie a commencé, c'est-à-dire Chine et Iran. Donc, on va voir que si les Américains sont fous comme le président, ça va donner que l'Amérique est vraiment un pays classique pour la troisième vague. Parce que là, je me rappelle qui a dit ça, Nietzsche, non, Tesla. Mais quelqu'un comme philosophique, il a dit la confusion mentale est très rare chez les individus, mais sur le plan public, gouvernemental, c'est très, très, très répandu. On voit ça avec l'Iran, on voit ça avec les autres pays, je ne sais pas. Je n'ai pas entendu non plus si l'Europe ou un pays de l'Europe a répondu favorablement. Monsieur Kesh n'est pas apparu dans le One Nation, One World mardi passé. Et je crois, s'il y avait quelque chose, des nouvelles dans ce sens-là, il l'aurait fait. Maintenant, une chose plus
moins grinçante dans notre mental au cerveau. C'est un ajout. Pourquoi, si vous vous êtes demandé pourquoi on connecte la bobine nanoplaquée dans la One Cup, One Life ou la One ou 2, pourquoi on la connecte au moins de la batterie? L'explication est, on trouve que conventionnellement, on dit que l'électricité sort du pôle plus et va vers le minus. Tandis que les électrons, ils vont du minus vers le plus. Parce qu'un électron est justement négatif, donc on peut imaginer le pôle de batterie qui est un pôle d'accumulation, on pourrait prendre une image d'électrons qui, une fois le circuit est fermé, commence à couler vers le plus de la batterie à travers le circuit. Donc, dans ce circuit, le tube noir que vous voyez, ça peut être compris comme la bobine nanoplaquée qui est suspendue au centre. Et elle, parce qu'elle est nanoplaquée, elle agit aussi comme une antenne qui attire les champs plasmiques, c'est-à-dire l'énergie de l'environnement elle attire cette énergie-là pour la ajouter au circuit des électrons. C'est comme ça aussi que le maghraphe fonctionne. Donc, c'est ça, on le connecte de cette façon-là parce que de cette façon, on peut en profiter pour l'installation qu'elle peut aussi s'apprivoisonner avec l'énergie plasmique que le nanoplaquage attire et ajoute au système à ce moment-là. Ensuite, M. Kesch a divulgué des expériences qu'il fait, j'imagine, et Carolina aussi, dans leur maison. Depuis 5 mois, ils ont laissé pas les mêmes plantes que vous voyez sur la photo. Je me rappelle pas le nom de cette plante, mais elle est très, très répandue. Ici, elle pousse dehors, au Guatemala, mais dans l'Europe et Canada, c'est plus une plante qui pousse dans les pots à l'intérieur de la maison. Elle a des feuilles comme des lancettes très longues, admettons, jusqu'à 1 mètre de haut. C'est une plante qui est très patiente, qui n'a pas besoin beaucoup de soins et qui est d'ailleurs un excellent nettoyeur de l'air. Alors, ces plantes-là, et il a pris aussi aloe vera, il l'a mis dans les pots, comme avec la terre, comme tout normalement. Et normalement, quand on n'ajoute pas de l'eau régulièrement, les plantes font ce que vous voyez conventionnellement, ce que vous voyez sur la photo là, ils fanent et la plante va mourir finalement. Et M. Kesch nous a donné ce croquis-là. Donc, vous voyez la plante en rouge qui est dans un pot avec la terre conventionnelle. Et ce pot-là, il est mis à l'intérieur d'un autre deuxième pot qui contient l'eau de gaz avec du gaz. Pas beaucoup, mais des particules de gaz. Et à ce moment-là, le deuxième pot était aussi rempli d'eau plasmique avec du gaz. Il a laissé ça pendant 5 mois. Après quelques jours déjà, le deuxième pot était sec parce que la terre, les racines, ils vont aspirer l'humidité et aussi le gaz. Ils vont, après l'humidité, et les relâcher dans l'atmosphère et comme ça s'est asséché. Il a
nous montrer des photos après 5 mois sans eau ajoutée. Les plantes étaient en bonne santé. Ils font pas vraiment des fleurs. Ils font des fleurs, mais les fleurs sont pas très jolies ou très éclatantes. Le aloe vera aussi, mais ils faisaient des petits, donc ils proliféraient et ils ne se fanaient pas. Il a aussi enlevé une plante de son pot et il a trouvé que la terre dans laquelle la plante poussait était dure comme la roche. Et il a dit ça arrive parce que le gans qui est dans l'eau migre avec l'aspiration de l'eau dans la terre et crée ainsi un événement dans la terre ou un champ plasmique autour qui permet à la plante de prendre tout ce qu'elle a besoin en termes d'humidité et de nutriments de l'atmosphère tout naturellement. Et si vous avez écouté les Knowledge Seeker Workshop depuis un peu plus longtemps, vous vous rappelez que quand M. Kirsch parle de notre digestion et de notre respiration, il nous explique que au fond, nous prenons juste le plasma, nous prenons juste l'énergie sur le niveau plasmique pour respirer et pour nous nourrir. Et on n'a pas vraiment besoin de l'oxygène dans l'air ou de toutes ces autres choses-là. Je dis vraiment parce que pour le moment, on croit encore fermement à la valeur des choses matérielles par rapport aux choses plasmiques. Donc, ça nous prend une transition pour être capable de faire comme les plantes, de vivre, de retirer tout ce qu'on a besoin des champs environnants qui sont là sans passer par la matière. Ensuite, il a donné comme une idée comment on peut continuer si au lieu de mettre comme tout entre vous et nous ici aussi, on travaille avec le plasma dans nos jardins. On accroche des boules de plasma en une concentration différente pour créer des champs plasmiques qui vont aider les plantes de proliférer plus facilement en se nourrissant d'une façon plasmique. Alors, à cette variante-là, on met une formation étoile, c'est-à-dire on pose 3 réacteurs avec du plasma liquide sous la terre, clairement sous la terre, dans la terre, qui crée alors un champ de base d'une formation étoile dans la terre. Et la 4e boule, on la met par-dessus la terre pour où sont les parties vertes de la plante. Et il a dit de cette façon, c'est la configuration de préférence si on veut vraiment pousser des plantes à l'intérieur, dans des zones désertiques, dans les déserts tout court. Donc, on peut le faire, on peut rendre ces plantes, aussi les plantes dans notre maison. Quand vous partez en vacances pour un peu plus longtemps et vous n'avez personne pour arroser vos plantes, vous pouvez faire la même chose. Vous pouvez placer vos pots dans un plus grand pot qui contient l'eau plasmique avec un peu de gans et le tout est joué. Et après, quand vous avez fait ça, bonne idée de prendre des photos et de les publier ou de participer pour les émissions une fois par mois où on peut partager nos témoignages. Ça, c'est, je crois, le 2e lundi, le 1er ou le 2e lundi de chaque mois sur Zoom.
Ensuite, M. Kesh a parlé la partie la plus importante. Il a continué à expliquer la dernière mutation qu'on attend du virus Corona, ce que je rappelle Corona Alien, l'extraterrestre Corona. Et ça joue autour de la possibilité du virus Corona d'utiliser ou de créer le calcium matériel. Vous savez qu'il a, si on veut, la structure ou la force de champ plutôt. Le coronavirus à l'intérieur de lui, il a la force de champ du calcium sur le niveau énergétique, sur le niveau plasmique. Et il est capable de transmuter cette énergie du calcium en matière de calcium. Et c'est là qu'on appelle calcification. Alors, quand il fait ça, la calcification, on sait qu'il peut le faire dans toutes les parties du corps maintenant. Et en même temps qu'il le fait, il va emmagasiner les informations de l'ADN de cette région du corps. Donc, il apprend comment notre corps fonctionne, comment il est construit et tout ça. Donc, et il apprend ça in vivo, c'est-à-dire il apprend pas ça en tuant le corps, il apprend ça en vivant dans le corps qui lui aussi vit. Et à ce moment-là, il accumule toutes les informations du fonctionnement du corps et on se rappelle qu'il a déjà une âme, le corona, et il a déjà sa propre volonté et sa propre intelligence, son âme de la forme physique. Et maintenant, avec toutes ces informations qu'il a ramassées dans notre corps, il pourrait se faire son propre corps indépendamment, juste par les connaissances qu'il a apprises à avoir vécu à l'intérieur de nous. À ce moment-là, comme j'ai déjà essayé d'expliquer la dernière fois, il a comme deux grands choix. Il peut soit apparaître, il peut décider de rester à l'intérieur de notre corps. Ça veut dire comme une situation comme Faust de Goethe. C'est un drame de Goethe, un écrivain allemand, qui dit « Ah, deux âmes vivent dans ma poitrine. » On pourrait dire la même chose à ce moment-là. Notre âme, comme notre âme de notre forme physique, notre propre mental ou personnalité, et tout à coup, il va avoir une autre personnalité. Ça, c'est très, peut-être très bon pour les gens qui sont plus faciles, qui peuvent plus facile s'internaliser ou écouter leur âme. Parce que le coronavirus, il n'est pas comme nous. Il n'a pas cet épisode de 8000 ans de mal-comportement sur le plan physique. Il commence le plan physique et il vient du Créateur. Donc, lui, il est complètement dans le principe universel. Et si maintenant, ça se déclare chez nous comme une schizophrénie, ça peut être qu'on entend des voix ou on voit des images. Et ces ordres-là, ça c'est une bonne idée de les suivre parce que ces ordres-là vont nous porter plus vers notre âme et alors nous libérer de l'emprisonnement de notre mental à la Donald. La deuxième façon, il peut aussi élire de se incarner, si on veut, à l'extérieur de notre corps. À ce moment-là, il peut reconstruire ou cloner, si on veut, un corps de son choix.
Alors, il peut regarder la télévision ou le cinéma. Il peut trouver Juliette Binoche. Ou je veux... non, Donald. Ouais, je peux faire une grosse joke et je vais apparaître comme Donald et peut-être avec des cheveux encore plus blancs ou roux. Et je vais apparaître en Iran. Imaginez. Ou je peux penser, je ne me rappelle pas comment s'appelle le président de l'Iran, où le corona peut décider, oh, je vais m'incarner comme président de l'Iran et je vais faire ça comme clac dans the Oval Office, dans la Maison Blanche, pendant une conférence de presse. Et là, il faut penser aussi que le corona, ce n'est pas juste un. Le corona, c'est des millions et des millions déjà. Alors, si ça peut très facilement faire que le corona, il se incarne en nombre beaucoup supérieur à nous. Et là, ça donne tout un autre scénario à nous inquiéter. Donc, cela nous met dans une situation comme une bifurcation de notre chemin. Admettons le bonhomme jeune là, ça c'est l'humanité pour le moment, ok? Alors, l'humanité, si on écoute le message de virus corona, qui dit, écoutez, vous avez des prophètes, oui, vous avez des messagers de Dieu tout droit, vous les connaissez, leur nom c'est Jésus, Mohammed, Krishna et toutes les autres. Vous avez mal compris. Il ne fallait pas les adorer. Il ne fallait pas les mettre sur des pédestals. Il fallait prendre leur exemple parce que ça dit, vous êtes comme ça. Et de juste prendre leur exemple pour se mettre à leur niveau, c'est-à-dire évoluer. Hein? Donc, Jésus et Mohammed et Ramakrishna, Eckhart Tolle, tout ce monde-là, ils ne sont pas venus pour être mis sur un pédestal. Ils sont venus pour nous montrer que oui, vous pouvez devenir comme nous, les mêmes pouvoirs, entre guillemets, les mêmes capacités, les mêmes talents, tout ça. Vous avez choisi pour 2000 ans au moins, pas le bon chemin, mais maintenant, vous avez le choix, soit vous devenez heureux et capable comme Jésus maintenant, ou vous prenez un petit détour par la séparation de votre corps physique, c'est-à-dire la mort, pour vous rendre à la même place. Non? On connaît les gens qui font une expérience proche de mort imminent ou proche mort et qui se rendent de l'autre côté, comme on appelle. Ils vivent un épanouissement, un état de bénédiction et de heureuseté sans limite et formidable. Voilà. Alors, si on dit, mais si le corona, c'est quand même un virus et je veux garder le choix. Est-ce que si, admettons, M. Kesh nous dévoile comment voyager l'espace, comme pas juste à la Lune, mais vraiment loin, où il n'y a pas de virus, admettons ça existe, à ce moment-là, je peux être protégé, oui. Je peux échapper au corona. Théoriquement, oui. Pratiquement, et selon ce que je voudrais, Aviram, non.
pour deux raisons. Un, le virus, nous l'avons créé, donc il est fait par nous, pour nous. De l'échapper, c'est cheap et je ne crois pas que c'est possible. Deuxièmement, le corona est principalement un paquet d'énergie qui voyage sans entrave et sans obstacle dans l'espace. Donc, il est déjà comme orienté vers nous comme un cruise missile. Ça veut dire, même si on s'enfuit dans l'autre bout de l'univers, il a nos coordonnées. Il va dire, oh pauvre mec, tu fais vraiment beaucoup d'efforts pour pas grand-chose parce que je suis après tes talents. Alors, le moment où le corona prend un corps, peut-être il va prendre aussi un corps, il va regarder un film d'horreur avec des extraterrestres et à ce moment-là, pour faire peur aux filles, à ce moment-là, il va prendre la forme physique d'un humanoïde qui parle vert et qui a des petits mains, des petits doigts dégueulasses, tout black, pour faire peur, c'est ça. Et là, les médecins et les gouvernements vont nous dire, ah, maintenant, la pandémie était vraiment rien. Maintenant, le danger le plus imminent est qu'on est en train de subir une invasion agressive d'une race d'extraterrestres qu'on ne connaît pas. Mais on peut aussi penser autre chose. Si on comprend le coronavirus, si on a fait bien attention dans toutes les cours pour apprendre ça, on sait qu'on peut apprivoiser le virus. Ça, le mot apprivoiser, surtout vous, les peuples francophones, vous connaissez le mot apprivoiser dans un contexte de cette image-là. Vous reconnaissez, oui? C'est le Petit Prince de Saint-Exupéry qui apprivoise le renard. Alors, pour apprivoiser, on a comme deux questions pour faire un apprivoisement. La première, comment pourrions-nous apprivoiser le corona? Deuxième, comment pouvons-nous coexister une fois on l'a apprivoisé? On pourrait avoir l'idée de coexister avec une entité que nous avons créée nous-mêmes et qui change peut-être notre résistance face à lui par la suite. Donc, on pourrait utiliser la présence du corona alien ou de extraterrestre corona. On pourrait parler avec lui s'il prend une forme, communiquer avec lui et lui poser des questions. Et lui, il va parler comme il parle maintenant. Il va dire non, vous ne pouvez pas échapper. Non, je ne suis pas votre oncle gentil. Oui, je suis votre ami. Oui, je peux vous dire comment vous protéger contre l'infection et je peux même vous dire donc qu'est-ce que vous pourriez faire pour que vous aviez même plus besoin de vous protéger parce que vous seriez déjà rendu au-delà de la menace physique. Duh. Et là, il va dire, mais je ne vais pas le dire à vous. Vous avez déjà quelqu'un qui parle à ma place, il s'appelle Monsieur Gesh. Voilà. Continuez à apprendre de cet être exceptionnel, de cet confrère de notre fraternité universelle ou fraternité blanche, si vous voulez. Il vous explique vraiment pas par pas comment
corriger toutes les gaffes que vous avez faites depuis 8000 ans et qui font que c'est très difficile pour vous de comprendre moi, le virus. Et pour nous aider de mieux comprendre, j'ai le livre La vie des maîtres a fait un chapitre. En fait, c'est la mère dont je vous parlais il y a 2 sessions. Elle est venue, la mère de tous les maîtres. Elle est venue et elle a parlé un bon bout de temps sur un exemple de quelqu'un qui s'est aussi rapproché, qui a senti, je veux me rapprocher de mon âme, qui a travaillé pour et qui avait eu du succès, qui a réussi à rendre son âme de la forme physique en complète harmonie avec son âme de l'homme. Et cette personne s'appelle Jésus. Et là, je vous montre une image quétaine pour une raison. Je pourrais me moquer de Jésus. Je me suis déjà moqué de Jésus assez quand j'étais plus jeune. Je n'ai pas besoin. Non, je trouvais, il a 2 mains comme tout le monde et il nous regarde avec une main, il montre son cœur qui est entouré d'une auréole, c'est-à-dire, pour moi, ça veut dire l'âme élevée. Et la deuxième, il y a l'index qui va vers en haut d'une façon détendue, pas comme un prof à l'école. Non, il est détendu. Donc, il montre que à travers votre cœur, vos émotions, vous allez élever votre âme. Et ça, c'est le deuxième doigt qui monte vers en haut. C'est joli. Hein? Alors, ce qu'elle dit, la mère, elle dit, le Jésus qui a marché la terre il y a 2000 ans, il n'avait aucune idée d'être différent de chacun de nous. Et j'ai cherché sur Internet à voir une image de la face de Jésus. Tout d'abord, on ne connaît pas, comme M. Kesh a déjà mentionné, son nom de famille. Il s'appelle Jésus. Jésus, Meir, Jésus Müller, Jésus Desjardins ou quoi? Et il n'y a pas vraiment, il n'y avait pas vraiment de photographie, donc il n'y a pas d'image de sa face, mais de toute façon, je voulais trouver une figure, une face qui nous regarde et qui montre une ouverture et qui dit quelque chose comme « mais c'est fun et c'est pas difficile ». Et je voulais après avoir une personne de couleur plus foncée. Je ne sais pas s'il est africain ou République dominicaine, américain peut-être, mais il est heureux. Il a des très belles dents blancs. Alors, je voulais montrer avec ça. Nous, souvent, si on met le Jésus sur un pédestal, on ne peut plus s'identifier à lui. Si on est raciste et on met tous les Noirs comme 3-5 étages plus bas, on ne peut pas devenir un non plus. Mais c'est le premier et l'image le plus important et le message de la mère était que Jésus ne voulait pas être quelqu'un à part. Il a fait tout ce qu'il a fait pour nous montrer que nous avons les mêmes conditions, nous avons les mêmes capacités à l'intérieur de nous. Nous avons les mêmes potentiels et si nous nous appliquons un petit peu, on peut arriver au même statut que lui-même. Donc, je voulais une image qui représente plutôt un frère
qui est sur le même niveau que nous, que cet être qui flotte au-dessus de la terre, la surface de la terre, et il utilise les nuages comme un escalier. Et il est habillé tout blanc. Il est aussi plus blanc qu'un juif. Alors, tout ça. Ah oui, je dois vous dire un autre truc que Hilda, à laquelle j'enseigne beaucoup la science du plasma. Elle vient tous les vendredis du village à côté de San Pedro et elle a obtenu du maire une permission illimitée de participer au cours du plasma. Elle est la plupart du temps, elle est la seule. Et elle, quand on a parlé de Jésus, elle m'a écrit après, tu sais, j'ai regardé aussi sur Internet des peintures ou des images d'Adam et Ève dans le paradis. Et vous pouvez faire la même chose. Googlez Adam et Ève et vous allez constater une chose effrayante. Tous les deux ont un nombril. Non, oui, mais non, oui. Ils étaient créés par Dieu. Ils ne sont pas nés d'une maman parce qu'avant Adam, il n'y avait pas de maman. Pourquoi ils ont un nombril d'abord? Alors l'Église a oublié d'effacer ça parce que et maintenant c'est très honteux. Tout cas. Alors on va rester avec le Jésus qui peut être notre frère ou notre bon chum ou notre mari ou notre fils ou notre père. Père seulement dans un sens non patriarcal. Et là, la mère, elle nous a dit deux choses qui sont super importantes. Après son illumination, Jésus ne s'est jamais permis de s'attarder sur le plan matériel. Elle dit, c'est jamais permis. Il ne s'est pas contrôlé. Il avait juste pas envie et il a vu aucun sens, aucun espèce de sens pourquoi s'attarder sur le plan matériel. Le plan matériel, et ce qu'on a appris aussi avec M. Kesh, est seulement réactif. C'est la dernière étape, la matérialisation. Tout ce qui est vraiment vivant et qui bouge et qui peut être causal, ce n'est pas le plan matériel. C'est le plan idéal ou le plan de l'âme ou le plan plasmique. Et il a toujours gardé son mental et ses émotions au niveau de son âme. Ainsi, il pouvait voir son âme contrôler parfaitement le corps matériel. Et cette configuration faisait qu'il pouvait se laisser tuer sur la croix pour se assembler un nouveau corps tout de suite après. Donc, qu'est-ce qu'il a dit avec ça? Elle a dit que oui, nous avons les mêmes configurations. Nous avons le même potentiel, capacité, talent en nous. Jésus n'est pas le seul fils de Dieu. Nous sommes tous même les filles. Nous sommes tous fils de Dieu. Alors, il a le même potentiel, nous avons le même potentiel. Lui, il a consacré du temps à réaliser son potentiel. Il a travaillé sur lui-même.
Et le travail sur nous-mêmes, c'est comme un double essor que vous voyez là. C'est comme un cheminement en spirale. C'est-à-dire, on commence où les deux se touchent, au milieu. Là, c'est très important dans quelle direction on bouge. Si on veut un peu travailler sur notre potentiel pour nous rapprocher de notre âme, à ce moment-là, on va vers le haut. Le premier tour de travail, on arrive au même point, mais on n'est pas à la même place. On est plus haut et plus large dans l'espace, si on veut. Et chaque fois, on termine un autre cycle de travail sur soi, on ressort plus fort et plus grand. Même chose dans l'autre sens. Si dans la première occasion, on dit il y a comme une émission à la télévision, je le ferai demain, je commencerai demain. Le demain, ce demain-là peut être très loin dans le temps. Parce que le lendemain, c'est encore plus difficile. On va trouver tout de suite encore autre chose. Mais là, ma femme m'a appelé pour manger, je ne peux pas. Ou je dois conduire mon enfant à l'école ou chercher mon enfant chez ses amis, ou whatever. Donc, lui, il a fait ça comme ça. Ce qu'il dit travail sur soi, c'est pas nécessairement un travail ardu ou dur. C'est pas dur. C'est plus, en tout cas, moi je vois ça plus comme un travail entre guillemets, mais doux, sans guillemets. Et la maman, la mère, elle dit que il a consacré simplement quelques heures par jour en étant avec son âme. La dernière fois, on a parlé de ça. On rentre à son intérieur et on ferme la porte. C'est important qu'on ne parle pas avec d'autres personnes. Ça, c'est pas fermer la porte. On n'amène pas, on ne pense même pas à d'autres personnes. C'est comme vraiment une méditation profonde. On peut le faire à plusieurs, mais chacun, c'est plus facile pour nous parce qu'on est très matériel de le faire dans un endroit où nous sommes physiquement seuls. Même si ça veut dire, à un moment donné, vous dites comme pour 1 heure ou quelques heures par jour, vous dites à votre famille ou les amis avec lesquels vous habitez, vous dites, je vais aller dans ma chambre, j'aimerais que vous ne me dérangez pas pour l'heure qui suit. Merci beaucoup. Et vous dites ça dans un ton comme ça, léger et fun. Et là, vous fermez la porte et vous vous rendez compte maintenant, je suis juste avec mon âme. Je donne tout cet espace-là maintenant à mon âme. Voilà, je t'écoute. That's it. L'âme, elle va commencer à parler, donner des signes et whatever. Peut-être même déclarer sa présence comme un alien corona, je ne sais pas. Mais il y a des situations aussi, il faut ne pas se donner des illusions qu'on est découragé, on pense que ça ne marche pas, on pense qu'on n'avance pas et tout ça. Et même à ce moment-là, c'est une bonne idée de rester, de se faire une petite carte comme arrêt d'urgence, quand le mental va trop vite dans le mauvais sens, dépressif, vous tirez la poignée rouge pour arrêter le train et vous juste lisez cette phrase, je vais réussir. Je sais que l'âme vit en moi et que je suis cette âme. Et ma foi qui me propulse pour le moment va devenir connaissance.
compréhension. Voilà. Et elle dit, Jésus a passé à travers les mêmes entraves. Il n'est pas devenu illuminé comme ça du jour au lendemain. Il a, vous savez, peut-être entre 14 et 33, il était en Inde, en Perse, au Tibet. Il a fait il a appris de beaucoup des écoles pour former, pour être capable de faire ce chemin de lui à lui. Et une fois, là, ça va fonctionner probablement à long terme comme comme une religion qui est un peu plus expérimentée avec illumination. C'est l'hindouisme qui existe aussi depuis très, très longtemps. Et ils disent, ils appellent la bénédiction finale, illumination, samadhi. Et avant le samadhi, on peut expérimenter quelques petits satori. Et les satori, c'est quand la fenêtre ouvre, la fenêtre de notre mental fermé ouvre et on voit la lumière de l'âme pour la première fois directement. Et après, le mental se réactive et la fenêtre se ferme, les volets se ferment, mais on a vu. Et ça peut arriver aussi. Ça rappelle beaucoup l'histoire du fils prodigue, qui est, si je vous rappelle l'histoire, c'est un fils d'un père qui vit à la maison et à un moment donné, il est comme tanné, fatigué, il est ennuyé, il dit « Ah, je ne veux plus vivre proche de mon âme, c'est ça la maison. Je vais m'aventurer à Las Vegas. Je veux des prostituées, je veux jouer au casino, je veux être un bon criminel, Al Capone et tout ça. » Et il s'en va, comme le petit gars que vous voyez. Mais là, c'est très important. J'aimais le petit gars qui s'en va en noir et gris. Pourquoi? Parce que je veux démontrer qu'il ne peut pas s'en aller vraiment. Nous ne pouvons pas quitter notre âme. Nous ne pouvons pas quitter le chez nous. Nous pouvons seulement penser que nous avons quitté et nous vivons à Las Vegas et nous sommes à Al Capone. Pour ça, quand le fils prodigue revient, et le père, il dit, « Oh, je suis vraiment désolé et je suis très content que tu m'accueilles encore une fois, papa. » Et le papa dit, « Tu n'es jamais parti. » Il dit la vérité. Tu n'es jamais parti. Tu avais juste comme un rêve où tu étais hypnotisé toi-même, où tu as vécu une illusion pendant le temps d'être loin de moi. Ton essence reste toujours avec moi. Ton âme reste toujours avec moi. Moi, je suis l'âme du Créateur. Ton âme fait partie de mon âme. Tu ne peux pas te séparer de moi. Chose impossible. Oublie ça. Mais tu as une certaine liberté cinématographique ou une liberté psychologique. Tu peux t'illusionner que tu es loin de moi et tu es tout seul, tu es abandonné et tu n'as aucun pouvoir. Et tu peux même essayer, tu vas voir, tu n'as aucun pouvoir. Et toutes ces choses-là. Mais ça, c'est juste parce que tu crois à ton hypnose plus qu'à la réalité. Voilà. Donc, ce chemin vers l'intérieur, il peut
être inauguré par un gourou. Ça arrive très souvent. Ça peut être un être illuminé ou non illuminé, peu importe. Ça peut être comme un enseignant, un teacher, un professeur quiconque. Lui, s'il est vraiment bon et aidant, il sait que sa fonction est seulement d'amener le disciple de le comme diriger vers son propre intérieur à lui. Et parce qu'il est complètement immergé sur le niveau matériel, ça prend, moi comme gourou ou comme teacher, professeur, je lui montre seulement, je sers comme une pancarte ou un signal de trafic. Je lui montre une fois, une autre fois, la direction qui est vers son propre intérieur. Donc, ça pourrait être qu'il passe à travers moi. C'est un genre de détour pour se rendre sur le chemin à l'intérieur de lui-même, où il va fermer sa porte, où il va être seul, où il va passer quelques heures de travail non pas de travail, de jouissance ou de bonne compagnie avec son âme. Et une fois il va voir le Satori ou le Samadhi, il va voir que tout ce que je pourrais demander en termes de paix, en termes de santé, en termes d'amour, en termes de joie et même en termes de prospérité, je l'ai déjà dans le niveau d'âme. Et j'ai une protection qui est parfaite. Rien ne peut m'atteindre du plan matériel. C'est ça. Mais alors, pourquoi Jésus, qui a appris tout ça et qui s'est rendu maître de son corps, c'est-à-dire il a transféré tout le contrôle de son corps et de sa psychologie et de son mental à son âme, que lui, il appelle mon Père. Pourquoi il se laissait crucifier? Pour lui, c'était super facile de l'échapper. Tout le temps. Il pourrait juste, quand ils veulent, le prendre la main et les 2 mètres à côté. Et ça devient drôlement fatigant pour les pauvres Romains d'essayer. C'est comme d'essayer d'attraper un morceau de savon dans le bain. Vous le prenez et chlouc, c'est échappé. Et de plus fort que vous prenez, le plus vite ça va s'échapper. Il n'a pas fait ça. Pourquoi? Pour nous. Parce qu'il a choisi le calvaire, parce que c'était une voie où il avait la possibilité de nous montrer étape par étape qu'est-ce qu'il peut faire. Et parce que nous sommes tellement dans le monde matériel que juste à ce moment-là, nous pouvons voir et nous pouvons le croire. Donc, c'était la seule façon de lui. Et après, l'histoire continue parce que là, vous voyez, il est ressuscité là. On ne le voit pas. On peut peut-être imaginer une silhouette, mais ça, c'est imaginer, hein? Parce que cette image-là, ça ne montre pas Jésus, c'est une autre image. C'est juste un exemple. Il est invisible pour le plan matériel. Et vous pouvez relire ça comme à gauche, quand les femmes viennent dans la tombe, ils voient que la porte est ouverte et ils ne le voient pas. Il est là, mais ils disent « Ah, je ne vois personne.
Jésus, je ne le vois pas. La tombe est vide et je ne vois personne. Marie, Madeleine, qu'est-ce qui se passe? Ou quand deux des disciples sont sur le chemin vers Emmaüs, c'est un endroit, ils marchent à côté de eux, ils ne se rendent pas compte. Et tous les deux, les femmes et les hommes, ne se rendent pas compte parce qu'ils vivent sur un autre niveau. Alors lui, il doit maintenant élever leur âme un petit bout, qu'ils le voient. Et il peut faire ça de beaucoup de façons. La façon qui fonctionne, ou toutes les façons fonctionnent de la même façon. Avec les Emmaüs, il va manger avec eux et la façon comment il partage le pain, ça les fait revivre une mémoire, une douce mémoire. Ça évoque une émotion et pour cette émotion fait une bonne émotion qui fait élévation de l'âme et là, il le voit. Ou les femmes, et leur âme est aussi élevée par l'amour et pouf, ça dépasse une Heisenberg équation et la visibilité est là. Donc, ça prend et la mère, elle dit, tout le Jésus, ça fonctionne encore comme aujourd'hui aussi. Si vous avez un saint, un illuminé, un Jésus, Mohammed, Krishnamurti, Eckhart Tolle, il est encore vivant, ou qui que soit Maître Eckhart, qui vous voulez, ou Hildegard von Bingen, une personne du passé qui est maître et qui est supposément ne plus vivant, bullshit. Ils sont tous vivants, sauf nous ne les voyons pas. Et vous pouvez les demander de nous aider à élever notre âme et ils vont le faire sans hésiter. Et là, je vous ai mis un petit texte pour découper que je l'ai fait pour moi, pour me rappeler toutes les choses qu'on a appris, qu'est-ce qui est important par rapport à se rapprocher à l'âme. Il faut se rappeler que l'âme est au centre de notre être, justement, vous savez où, dans la tête. J'entre calmement et avec confiance dans mon intérieur et je ferme la porte. Je donne à ce moment-là l'importance et du temps à mon âme. Je sais que c'est possible. Ma foi récompensée quand je le fais assez longtemps deviendra compréhension. Et là, je serai changé, je serai proche de mon âme, je ne peux plus être séparé. Et elle est omniprésente, elle est omnipotente, elle est omnisciente, elle est sagesse, amour et vérité, et je suis rien d'autre qu'elle. Et pour faire que je puisse être elle, je commence à lui offrir mon mental et mon corps. Oui, utilise le corps, utilise mon esprit pour que tu puisses t'exprimer en moi et à travers moi. Et je sais que tous mes désirs, tous mes souhaits viennent d'elle. Et puisqu'ils sont déjà exaucés, je peux toujours attendre en paix et patience qu'elles se manifestent au moment propice que moi, personnellement, je ne connais pas. Là, les agendas, ce n'est pas de mes affaires, c'est les affaires de l'âme. Elle bouge dans cette complexité de manifester des choses dans le monde 3D. Elle va trouver le meilleur moment. Et moi, j'ai toute la
aisance d'attendre joyeusement, calmement, confiamment ces moments-là. Et un autre truc, je suis prêt et je peux tout donner ce que j'ai, car mon âme est sans limite. Parce qu'après, tout est redonné en plus. Je peux... ça, c'est un truc que Aviram doit apprendre petit à petit, je crois. Parce que il n'a pas encore compris que s'il donne de l'argent, il veut avoir plus. S'il donne à manger à quelqu'un, il va avoir plus. Parce que Aviram, il pense encore souvent en termes de limitation et de pas assez et tout ça. C'est-à-dire, il ne fait pas confiance à son âme. Donc, lui, la dernière phrase très importante. Comme ça, on peut utiliser ça pendant 7 heures qu'on se consacre tous les jours pour donner la place à son âme pour qu'on devienne elle. C'est ça le but ultime de cet exercice-là. Pour terminer un peu de métaphysique, si on veut, la logique de ce cheminement. Alors, nous élevons notre âme à un niveau, c'est ça. Quand on élève notre âme, elle arrive à un moment donné à un niveau où toutes les limitations matérielles ou mortelles ne sont plus visibles. Alors, c'est pour ça, Jésus, il ne voit pas la maladie parce qu'il ne peut pas la voir, parce qu'il est sur un niveau tellement haut, le niveau de l'âme, que depuis là, la maladie n'est pas visible. Elle est seulement visible dans le niveau bas où il y a la matérialité. Et quand je ne vois pas quelque chose, elle n'existe pas. Voilà. Si nous aimons et chérissons cette élévation, si nous, ça c'est un bon mot, je crois, en français, chérir ce travail, entre guillemets, de se rapprocher de l'âme. C'est ça l'énergie qui fait qu'on va se rapprocher de notre âme et le rapprochement final sera inévitable. On l'a juste à faire, ça, pour ça je mets le travail entre guillemets. Parce que ce n'est pas un travail acharné, ce n'est pas dur. C'est juste chérir toutes les choses qui sont connectées à l'âme et qui font partie de ce chemin-là. Si je chéris ça, chérir, c'est très plaisant. Je viens de faire ça. Alors, nous savons que seuls quelques-uns d'entre nous, ça c'est la maman qui dit, seulement quelques-uns d'entre vous continueront et feront le véritable travail pour se rapprocher de leur âme. D'autres font un bon début, mais ils voient bientôt trop d'efforts pour franchir les premiers murs de la matérialité. Alors, ils trouvent qu'il est beaucoup plus facile de dériver avec la marée et ils abandonnent. C'est ça ce que presque tout le monde entre nous a fait pendant les 8000 ans. On a fait, selon les bouddhistes, 1500 incarnations déjà. Et parce qu'on n'est encore pas illuminé, ça veut dire qu'on a fait plus ou moins la même chose chaque fois. Heureux sommes-nous qu'on a, avant chaque incarnation, oublié la précédente pour ne pas nous rendre compte qu'on fait 1500 fois la même chose. Et ça suffit, non? Mais peu importe, quand nous élevons l'âme, de tous les autres, ce qui lève la nôtre. Alors, ça peut aussi être que
on n'a pas besoin d'élever notre âme directement, parce que ça ne serait pas tout à fait le principe universel. Non, nous élevons l'âme de toute l'humanité et on peut prendre comme des points de repère ou des pivots comme Donald, le Macron, toutes sortes d'autres personnes qui sont peut-être même mal commodes. Si on a réussi à élever l'âme de Donald, la nôtre peut être, on peut avoir confiance que la nôtre peut être élevée aussi. Et ça peut aussi faire, cette dernière phrase, elle veut contenir ça, que même si on ne travaille pas, et toute l'humanité, on fait partie de l'humanité, on est liés. Donc, si M. Kesh parle aussi d'un niveau critique, de tipping point, alors ça peut être qu'à un moment donné, l'effort de nous tous d'élever l'âme de l'humanité atteint un tel niveau de force que dans cette nuit-là, toute l'humanité basculera et tout le monde se réveille le lendemain illuminé et sans avoir fait grand-chose. Et c'est ça. On n'a pas besoin de faire grand-chose. Parce que grand-chose, ce n'est pas à nous à faire, c'est à l'âme à faire. L'âme fait toutes les choses, les petites comme les grandes choses. Voilà les amis, j'ai atteint la fin de ma multiplication pour cette semaine. Je vous remercie pour votre attention chérie et je vous laisse le microphone si vous avez des questions ou des commentaires. À vous. Sinon, peut-être je peux demander à la parole à Joël de clore la session et de souhaiter une bonne nuit à tout le monde. Merci beaucoup à Viram pour encore une fois pour cette belle session. Mais à chaque fois, moi je plane un peu après, tu vois, et puis j'ai besoin d'atterrir, quoi. Ah, ok. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites et c'est compliqué pour moi de réagir tout de suite. Ouais, ouais, ça je comprends. Je pense que c'est un peu la même chose pour tout le monde. Mhm. Bon, enfin, c'est un gros boulot, hein. Je sais que tu travailles beaucoup là-dessus. Et puis, Mhm. en plus, ce que tu fais, envoyer la lettre d'information, là, c'est quand même. Je sais pas comment tu fais, en fait. Tu dois travailler jour et nuit, quoi. C'est pas possible, hein. Oui, heureusement, ce travail est entre guillemets aussi. Ah ouais, c'est bon. Bravo et merci beaucoup. Mm. Et je veux aussi dire que si vous avez des questions ou des commentaires pendant la semaine, la prochaine fois, peut-être, si c'est le cas, vous informez Joël et Joël peut décider de mettre la vidéo à la fin et les questions au début. Oui, oui, oui. Mm. C'est sans problème. Alors, bon, c'est soit sur le Facebook, soit sur Messenger, bien sûr. Mm. Et on collectera tout ça, Oui, même à plusieurs, hein, on peut le faire à plusieurs. Et puis, effectivement, c'est une très bonne idée. On peut démarrer là-dessus et puis faire oui, la vidéo, ouais. tout à fait. Je ne sais pas ce qu'en pense Sylviane, mais bon, on peut essayer ça aussi. Oui, bien sûr. Oui, on peut faire comme ça, pas de souci. Moi, je voulais juste préciser, mais bon, c'est un peu un aparté par rapport
Enfin, c'est pas par rapport à ta réunion, Aviram, c'est par rapport à la participation de M. Kesh à une émission de radio au Brésil. Donc, juste pour signaler que les portes ont l'air de s'ouvrir un petit peu au Brésil avec différentes radios qui commencent à partager la technologie plasma. Donc, voilà. Juste un petit aparté par rapport à ça. Et là, cette fois-ci, M. Kesh a fait une participation en direct. Oh, super. Oh, très bonne nouvelle. Merci beaucoup. J'ai besoin de bonnes nouvelles ces temps-ci. Non, mais donc ça montre quand même que voilà, les portes commencent à s'ouvrir et donc c'est une bonne chose. C'est vrai que Raphaël au Brésil travaille énormément à essayer d'ouvrir des portes et bon voilà, ça commence à s'ouvrir un petit peu. Ouais. C'est bien. Voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a des commentaires? Bon. Ben, Aviram, on va tous te remercier et puis écoute, on va digérer tout ça. Et Oui. donc, les gens qui ont besoin justement d'éclaircissement, remonter les questions et puis on les proposera à la prochaine session, c'est le mercredi prochain. All right. Merci. Merci Bonne à toi, nuit. Aviram. Merci, bonne soirée à tout le monde. Allez, Bon bonsoir. après-midi à toi.